Il paraît qu'on va interdire de faire l'école à la maison. Écoute, on t'a fait une chanson. Ceci est un message pour notre président, par tous les cris de rage de la part des enfants. Un souhait de liberté, une envie de justice et un soupçon d'imagination. Dis-moi Manu, j'ai entendu une histoire à dormir debout. Paraît-il qu'on pourrait plus faire l'instruction chez nous. Pourtant une fois je t'avais vu, c'était un soir à la télé. Tu parlais de droite mais je sais plus, t'as bien dit liberté. T'as bien dit liberté. Donc la droite, c'est une famille politique française pour laquelle le plus important, c'est sans doute la liberté. T'es au courant que ce projet y gratte un droit fondamental. Il faut pas mettre dans le même panier ouvert et radical. Tu souffles un peu trop sur les braises et du respect pour tes enfants. C'est ça la République française depuis 140 ans. Depuis 140 ans. Bon, oublie ça, viens jouer au billes, viens faire le tour de ma maison. T'as vu maintenant ton nom de famille rime avec pétition. C'est insultant pour mes parents de remettre en doute leurs intentions. Tu comprends que ça peut être choquant, y a bien une autre raison. Y a bien une autre raison. Désolé de te décevoir, mais pour l'école j'aurai pas le temps. J'ai trop de choses à faire et à voir du haut de mes 9 ans. Puis quand est-ce que j'irai au musée? Moi j'y vais quand j'en ai envie. Laisse-moi rêver d'y accrocher un Salvador Dali. Un Salvador Dali. Pas nier que pour quelques-uns ça doit être violent la maison. Et dans ce cas je te soutiens, pas d'enfant en prison. Tu as peut-être besoin de parler, ma mère m'a appris l'empathie. Je peux t'inviter à boire un thé, on fait comme ça ici. On fait comme ça ici. Toi je veux pas que notre pays flambe, mais faut savoir raison garder. Là je crois bien qu'on coupe la jambe pour une épine dans le pied. Si on s'accorde je viendrai avec toi crier hystérique, parce que c'est notre projet. Et vive la République, et vive la République. La 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la. Salut tout le monde, bonsoir, bonsoir, salam alaikum, j'espère que vous allez bien. Alors ce soir, petite soirée entretien avec notre très cher Farida Belgoul que je vais faire venir.
Voilà. Bonsoir Farida. Salam alaikum, bonsoir à tous. Alaikum salam. Contente de vous recevoir ce soir. Donc, oui, il y avait longtemps, j'ai été surprise par votre invitation qui m'a fait plaisir. Écoutez, je suis ravi que vous ayez accepté. Et, moi, j'accepte toujours de parler de la cause des enfants et des situations perverses dans lesquelles on se trouve actuellement. Et si je pouvais, je vais vous choquer hein, pour commencer peut-être, mais si je pouvais faire un petit commentaire quand vous le voudrez sur le clip que je viens de découvrir, eh bien, écoutez, j'en serais ravie parce qu'il s'est dit des choses dans ce clip qui je trouve très dommageable. Même s'il est de bonne intention, le fond est particulièrement erroné. Eh ben, écoutez, vous pourrez sans problème traduire les propos de ce clip volontiers, il n'y a pas de souci. En attendant, je suis, comme je vous le disais en introduction, je suis ravi de vous recevoir ce soir. C'est un plaisir pour moi. La cause des enfants, comme vous le dites, c'est très très important. Donc, on va revenir à l'essentiel et parler de ce sujet ce soir, donc très important. J'aimerais que vous vous présentiez pour nos auditeurs qui ne vous connaîtraient pas, donc en quelques mots, si vous pourriez. Alors, en quelques mots, j'ai 64 ans, j'ai 3 enfants, j'ai été enseignante environ une trentaine d'années, 25 ou 30, je ne sais plus exactement, à l'Éducation nationale, où j'ai enseigné dans les quartiers populaires en banlieue parisienne. Le français et l'histoire géo, j'ai découvert évidemment le désastre qui existait à l'école, un désastre parfaitement orchestré, parfaitement organisé, parfaitement voulu. Je ne suis pas la seule enseignante à le dire, mais j'ai été la seule à être réprimée pour l'avoir dit. Ça, c'est quelque chose de très intéressant. Quand on prend, par exemple, le cas de Brigelli, qui n'arrête pas de cracher sur ce qui se passe justement à l'Éducation nationale et qui est couronné, primé, médaillé, on ne comprend pas pourquoi moi j'ai été révoquée. Encore que Brigelli, et c'est pour ça que je vais faire un petit clin d'œil à ce clip qui vient de passer, lui il est républicain et pas moi. Donc évidemment quand on est républicain ça passe. De toute façon ça ressemble à ce qu'on appelle de la dissidence contrôlée, de l'opposition contrôlée. Mais quand on n'est pas républicain, ce qui est mon cas, je ne suis pas républicaine et je peux m'en expliquer, eh bien évidemment que là, ça ne passe pas au niveau ni des médias, du net y compris, ni évidemment de ceux qui sont payés par le pouvoir pour faire la clap justement aux institutions, aux bourreaux qui oppriment les populations, le peuple en général. Voilà. Donc, j'étais militante depuis l'âge de 18-20 ans. J'ai participé en tant que porte-parole à des initiatives qui touchaient à l'immigration et en particulier à la deuxième génération de l'immigration dans les années 80. Puis, j'ai fait des tas de propositions pour combattre l'illettrisme en France, en particulier des jeunes, au début des jeunes des quartiers populaires. Et puis, finalement, je me suis exilée en Égypte quelques années avec mes enfants. Et j'ai découvert que l'illettrisme touchait y compris les classes favorisées. C'est là où j'ai commencé évidemment de plus en plus à comprendre que c'était un plan concerté qui allait très vite modifier le niveau intellectuel de la société dans laquelle nous nous trouvons pour faire que de plus en plus les esprits soient bornés, que de plus en plus ils soient ignorants évidemment et de plus en plus soumis à ce qui s'appelle la République. Voilà. La République est un régime politique maçonnique et quand on vient justement s'adresser à elle, à ses représentants, c'est comme si vous aviez une victime de tortionnaires qui demanderait à ces tortionnaires justement d'être entendus et d'être satisfaite dans ses revendications. C'est totalement pervers cette façon de s'adresser à ces bourreaux, ou en tout cas c'est totalement inconscient parce que on ne se rend pas compte que, par exemple, dans ce clip, on s'adresse à Emmanuel Macron, c'est de la rigolade, quoi. C'est-à-dire que vous avez le type qui interdit l'école à la maison et on se met à genoux devant lui en faisant de la chansonnette, en disant, s'il te plaît, Macron, ne fais pas de bêtises, mais c'est pas une bêtise qu'il a faite. C'est un plan tout à fait concerté parce que ces dernières années, en particulier depuis
la journée de retrait de l'école que j'ai initiée en 2014, mais pas seulement à cause de cela, mais aussi en vertu de cette initiative, il y a eu un développement absolument considérable de l'instruction en famille de l'école à la maison et que le pouvoir ne veut pas de cette possibilité donnée constitutionnellement aux parents d'instruire eux-mêmes leurs enfants à la maison. Et ce n'est pas une question de liberté, parce que la liberté est une notion maçonnique républicaine. Vous voyez? Donc, il faut tout revoir de fond en comble quand on veut se battre pour les enfants. Il faut comprendre, que la France est morte depuis au moins la décapitation de Louis XVI. Et pourtant, je ne suis pas une royaliste française, mais les faits historiques sont là. Et que depuis, s'est instaurée progressivement une république maçonnique qui a eu pour objectif de conduire les populations croyantes à l'athéisme, de façon à ce que cet athéisme, évidemment, aboutisse à un matérialisme brutal qui conduit de plus en plus à l'abrutissement de ce qu'ils appellent les masses, puisque pour eux, il ne s'agit même pas de considérer les êtres humains. Ils ont affaire à une gestion de flux de masse. Et dans cette gestion des flux de masse, eh bien, les enfants sont un compartiment dans lequel il faut absolument les couper de toutes leurs origines, que leurs origines soient culturelles, religieuses, familiales et autres. C'est ce que demandait Vincent Peillon en 2014, c'est-à-dire tout rompre avec le passé. C'est d'ailleurs la chanson révolutionnaire de l'Internationale, du passé faisons table rase. Donc, les enfants ne doivent avoir ni origine familiale, ni origine régionale, ni origine culturelle, ni origine spirituelle. Ils ne doivent plus être que des éléments pris individuellement et coupés de toutes leurs racines. Et c'est dit comme ça au sein de l'éducation nationale. Et on pense d'ailleurs que c'est une bonne chose, puisque depuis 1932, et ensuite j'arrêterai sur cette réflexion-là, avant de pouvoir répondre à vos questions. Depuis 1932, le ministère qui s'occupait de l'école, qui s'intitulait alors ministère de l'instruction publique, a changé de nom. On est passé au ministère de l'Éducation nationale. Et ce changement de nom n'est pas seulement un changement de vocabulaire, il s'agit d'un changement de mission. C'est-à-dire que ce ministère qui était chargé d'abord d'instruire et uniquement d'instruire, en laissant l'éducation dans les mains des enfants, a décidé de ne plus instruire, donc on fait disparaître le mot d'instruction, et de déposséder les parents de leur autorité parentale de fait, évidemment, sans le dire, de façon à ce que ce soit l'État qui soit, de fait, impliqué de plus en plus fort dans l'éducation des enfants pour en faire des athées, des illettrés, des LGBT. Alors, merci Farida pour cette introduction. D'ailleurs, justement, j'allais vous poser la question depuis que vous aviez été révoqué. Que devenez-vous? Ah bien, je suis très heureuse, malgré évidemment le fait que cette révocation constitue un signe absolument négatif pour les enfants, parce que nous le voyons bien, c'est qu'aujourd'hui, l'échec scolaire est devenu quelque chose de massif, pour reprendre leurs termes, et c'est une évaluation que je ne suis pas la seule à faire. Même les évaluations internationales mettent la France, si on peut appeler ce pays la France, parce qu'en vérité il s'agit de la République française et non plus de la France, mettent la République française au dernier rang quasiment des cancres concernant justement l'instruction de leur population. Donc ça, c'est la première chose. Et donc moi, dans cette situation de révocation et d'échec scolaire et de développement de l'illettrisme au profit du mondialisme, eh bien, j'ai créé une école virtuelle en ligne que j'ai mis en œuvre depuis la rentrée, là, depuis le mois d'octobre, parce que avec mon collaborateur Roman Rodriguez, on a toujours travaillé sur le terrain. C'est pour ça qu'on ne nous voit pas très souvent sur les réseaux, parce que nous, on bosse beaucoup sur le terrain. Et donc, on a mis en place une école virtuelle qui, depuis l'interdiction de fait de l'école à la maison, moi, je ne vais pas pleurer chez Macron pour lui demander, s'il te plaît, pitié,
on prend nos responsabilités en tant qu'adultes et en tant que parents et on essaye de trouver des solutions concrètes à un problème concret qui nous est posé, puisque l'instruction en famille est de fait maintenant interdite, c'est-à-dire qu'elle ne l'est pas véritablement interdite, elle est soumise à autorisation. Et c'est le pouvoir qui va t'autoriser ou pas t'autoriser à instruire tes enfants à la maison, alors que préalablement, avant cette nouveauté, les parents avaient la possibilité de le faire et c'était un droit constitutionnel et maintenant il a été limité, considérablement limité, et c'est le pouvoir, l'éducation nationale, les inspecteurs vendus à ce mondialisme et à l'institution qui va dire oui, toi tu as le droit, toi tu n'as pas le droit, alors qu'avant nous y avions tous recours quand on le souhaitait. Alors, qu'est-ce que j'ai décidé pour tous les parents qui n'ont pas eu l'autorisation, pour tous les enfants qui sont contraints d'aller à l'école? J'ai décidé d'inventer encore quelque chose qui finalement marche très bien, d'ailleurs d'une manière tout à fait inattendue, puisque nous faisons l'école à la maison avant l'école. Donc, dans le temps, et encore dans quelques régions du monde aujourd'hui, les enfants allaient faire leur catéchisme ou leur école coranique une heure avant l'école. Eh bien, nous, on fait l'école à la maison 1 heure avant l'école, on se lève tôt, et à 6h30, ils ont cours avec moi et avec Roman Rodriguez pour reprendre l'enseignement des fondamentaux que l'école française, aujourd'hui, ne délivre plus, puisque l'école française, en vérité, n'est plus une école. Elle est apparemment une école, mais une école, c'est un établissement où on transmet des connaissances à des enfants qui, selon leur âge, doivent à terme maîtriser la langue et maîtriser en particulier le calcul, avoir quelques rudiments d'école qui leur permet ensuite de faire des études plus poussées dans le secondaire, voire éventuellement après à l'université ou s'orienter vers des branches professionnelles. Et bien maintenant, dès le primaire, on n'apprend plus rien. On n'apprend pas convenablement ni à lire, ni à écrire, ni à compter. Je le répète encore une fois, pas la seule à le dénoncer, mais je suis la seule à ne pas pleurer en direction du gouvernement, de nos bourreaux, pour dire s'il vous plaît, arrêtez ce massacre à la tronçonneuse. Donc nous, on a décidé de faire cette école. Elle marche maintenant depuis 1 mois et tous les matins, avec Roman Rodriguez, nous avons des élèves de 8 à 12 ans avec lesquels nous travaillons en présence de leurs parents, en visio sur Zoom, et on délivre ce que l'école ne délivre plus à ses enfants, c'est-à-dire les fondamentaux de la grammaire, du vocabulaire, de l'élocution, et Roman leur fait les mathématiques, en particulier les 4 zones de base qui ne sont plus enseignées à l'école, et puis évidemment les bases aussi en géométrie. Et on est très heureux. Ce sont des enfants qui sont avec nous le matin à 6h30 du matin jusqu'à 7h30 et qui ensuite, évidemment, se couchent très tôt le soir, qui ont donc une soirée paisible avec des parents qui peuvent se reconstituer et qui se lèvent très tôt le matin, comme on se levait tôt pour aller au catéchisme dans l'ancien temps ou à l'école coranique aussi. Et nous sommes des gens heureux. Et nous n'avons demandé l'autorisation à personne et nous avons donc maintenu l'école à la maison malgré les velléités du pouvoir de l'interdire, puisque nous faisons l'école à la maison avant l'école. Et cela permet aux enfants d'accorder à leur instruction la meilleure heure de la journée. Et effectivement, nous avons de plus en plus la certitude que c'était la solution qu'il fallait. Dans les contraintes qui nous sont imposées, évidemment, c'était la solution qu'il fallait adopter. Par rapport à cette école, est-ce qu'on a un lien, on peut la retrouver pour s'inscrire, pour ceux qui voudraient s'inscrire Alors, si vous voulez vous inscrire, vous m'écrivez à contact@mouvement-du6 jre.com. Alors, attendez, contact mouvement, mouvement-jre.com. Je regarde un petit peu les commentaires, il y en a qui sont intéressants. Il y a un mouvement de désobéissance civile, un groupe de familles qui n'a pas demandé cette autorisation. Oui, alors bon, moi je ne suis pas contre les mouvements de désobéissance civile, je tiens simplement à être une femme responsable à mon âge, on l'est devenue. Quand j'étais plus jeune, je faisais des choses un peu plus olé olé, mais là, il faut savoir qu'en même temps qu'il y a l'interdiction de fait de l'école à la maison, vous avez la répression qui va avec.
Voilà, c'est ça. C'est bien notre adresse. Vous avez la répression qui y a avec et la désobéissance civile concernant justement l'école à la maison qui sera faite sans autorisation risque d'aboutir à des informations préoccupantes, comme ils le disent, à des signalements aux juges des enfants avec une mobilisation de l'ASE et donc le risque des placements abusifs. Attention, moi je pense que quand on veut faire une instruction en famille aujourd'hui sans autorisation, il faut quitter la République française. Il y a des pays, je ne dirais pas lesquels, pour ne pas les stigmatiser face au pouvoir qui pourrait tout de suite se jeter sur eux pour en faire aussi une république à genoux, comme l'est devenue la France. Donc, je pense qu'il faut quitter la République française. Il y en a qui le font. Nous sommes en contact avec des familles qui ont quitté la République française et qui sont dans une situation de paix, de sérénité, qui leur permet, là où ils sont, de faire l'école à la maison toute la journée. Nous, on intervient pour ceux qui, malheureux, sont dans l'obligation de rester ou ne savent pas qu'ils peuvent partir, et par contre, ou ne peuvent pas. Il y a des situations qui sont rendues évidemment difficiles pour quitter le territoire de la République. Eh bien, nous essayons de sauver les meubles avec ces 4 heures d'école à la maison avant l'école que nous délivrons de 6h30 du matin à 7h30 et qui commence déjà à porter ses fruits. Alors, nous faisons une année scolaire très longue pour rattraper les dégâts de l'éducation nationale, c'est-à-dire que nous enseignons 4 heures par semaine, de 6h30 à 7h30, comme je vous l'ai dit. Pendant les vacances, y compris, nous faisons toujours cours, cette fois-ci avec une modification d'horaire pour permettre aux enfants de jouer un peu de leurs vacances. C'est-à-dire que là, nous faisons les cours de 10h à 11h. Et puis, nous allons aussi travailler en juillet, puisque nous avons commencé début octobre, le 1er octobre, et on va faire une longue année où nous espérons que nous apporterons, comme les anciens maîtres d'antan, des connaissances aux enfants, de telle sorte qu'à la fin de cette année scolaire, ils connaissent la lecture, ils maîtrisent, plutôt la lecture, et qu'ils aient commencé à faire ce qu'on ne fait plus en classe aujourd'hui à l'éducation nationale, de la grammaire qui est l'ossature de la langue. C'est la grammaire qui permet de parler et de bien écrire le français, évidemment aussi l'orthographe, et nous donnons l'occasion aux enfants qui nous font confiance avec leurs parents, qui sont présents la plupart du temps, et ça c'est magnifique. Nous donnons aussi aux enfants la possibilité de s'exprimer, c'est-à-dire d'avoir des cours d'élocution, puisque nos enfants aujourd'hui ne savent ni lire, ni écrire, ni parler. Voilà. Donc c'est très grave ce qui se passe. Cette instruction en famille avait été jusqu'à présent une perspective qui a permis à de nombreux enfants d'avoir un bon niveau. Eh bien, cette interdiction de fait en imposant une autorisation, ce qui est un procédé parfaitement pervers, évidemment, eh bien, est un peu contrecarré par notre école à la maison avant l'école. Voilà, traditionnellement, je le répète, on allait à l'école coranique avant l'école publique, on allait au catéchisme aussi avant l'école publique, et c'est comme ça qu'on avait quand même quelques rudiments de notre culture religieuse, et maintenant, il faut essayer de sauver les meubles pour sauver la maîtrise de la langue qu'on veut nous empêcher d'acquérir. Eh bien, avec nous, on peut le faire. Yes, we can, comme dirait l'autre taré. Très bien, merci Farida. On va revenir sur sur le thème de la soirée. Donc, comment dirais-je, comment que je retrouve là, voilà, c'était le règne de la perversité, comment en protéger nos enfants? Alors, le règne de la perversité, c'est la République. Ça, il faut que je l'explique bien comme il faut. Vous aviez, avant l'institution violente de la République, avant l'institution sanguinaire de la République, un régime qui valait ce qu'il valait, mais qui au moins était rattaché à toutes les dimensions de l'être. Il y avait la dimension spirituelle, il y avait la dimension sociale, il y avait la dimension politique, il y avait la dimension familiale, et on essayait d'être, comment dirais-je, en harmonie avec tout ce qui constitue un être humain. Un être humain, c'est pas seulement un morceau de viande, n'est-ce pas? Un être humain, c'est pas un robot. Un être humain, il a différentes dimensions en lui, et les sociétés d'avant, les sociétés traditionnelles, justement, tenaient compte de tout cela
Et la France royaliste avait, avec son roi, quels que soient ses défauts d'ailleurs, une espèce de… constituait une espèce de garantie, justement, de prise en compte de toutes les dimensions de l'être. Eh bien, la République, ça lui a déplu dans la mesure où, depuis la Renaissance, il y avait un combat mené du diable contre Dieu, pour parler rapidement, hein, le diable qui ne s'est jamais fatigué de mener ce combat contre le Créateur pour la dénaturation de la création, eh bien, a remporté une victoire avec l'instauration du régime républicain qui, petit à petit, de manière progressive, nous conduit à la situation absolument ubuesque dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui, où tout est de plus en plus dénaturé, c'est-à-dire, par exemple, qu'on propose à une fille d'être un garçon ou à un garçon d'être une fille. Voilà ce que c'est que la perversité. C'est ce qui vient s'opposer à la loi naturelle, à la nature, tandis qu'on parle d'écologie parallèlement. Vous avez une sorte de double langage macabre où d'un côté, on dénature la nature et où de l'autre côté, on prétend la défendre. Et ce double langage, c'est ça la perversité. Et cette perversité, aujourd'hui, elle est partout. Et les victimes de la perversité, quand elles ne sont pas résilientes, eh bien, vont elles-mêmes diffuser le régime pervers dans lequel nous nous trouvons. Par exemple, le clip dont on a regardé tout à l'heure en introduction de ce live, eh bien, est complètement en prise avec la perversité et n'en est pas sorti. Parce que lorsqu'on parle de liberté, qui est le mot d'ordre maçonnique, en fait, de la liberté de quoi? Prenons un exemple. Lorsqu'il a été question des vaccins, de toutes sortes de vaccins, pas seulement le vaccin Covid, on a dit on veut la liberté de choix. Mais la liberté de choix des ignorants n'a pas de poids. Pour pouvoir choisir, il faut savoir. Donc, en vérité, ce n'est pas une question de liberté, la question des vaccins. La question des vaccins, c'est une question de… La problématique, pardon, des vaccins, c'est une question de connaissance. C'est-à-dire, savons-nous de quoi est constitué ce vaccin? Qu'y a-t-il dans le vaccin? Et lorsque nous savons ce qu'il y a dans le vaccin, bah, la question du choix ne se pose même plus. Si on vous dit qu'on y a mis de la mort au rat, est-ce que la question du choix se pose? Mais dire qu'on doit choisir quelque chose dont on ne sait rien est une aberration. Donc ce mot de liberté qui est absolument brandi aujourd'hui de manière contre-productive, parce qu'il va contre les peuples ignorants, puisque l'ignorance est fabriquée et on demande à des gens sur des sujets où ils ne savent rien de faire des choix. Nous, ce que nous proposons, c'est la connaissance. Vous comprenez? Nous, on propose de savoir. Et celui qui sait, eh bien, il est forcément orienté vers une vie qui ne prendra pas de mauvaises décisions. Mais la liberté sans savoir, c'est ce que mon père appelait la liberté de coucher dehors. Donc, revendiquer, comme on le fait tout le temps, les gilets jaunes, les uns, les autres, tous les ignorants de la terre qui réclament la liberté d'être ignorants, moi je suis désolée, ça va dans le sens du pouvoir. Et d'ailleurs, ce clip se termine d'une manière absolument épouvantable et ridicule, c'est « Vive la République ». Oui, mais cher ami, la République, c'est elle qui te l'a mis dans le dos, l'école à la maison. C'est la République qui te l'interdit, l'école à la maison. Et ça, c'est un manque total de discernement de ne pas se rendre compte qui est qui fait quoi, qui sont nos ennemis. C'est bien la République qui interdit l'école à la maison. C'est la République qui propose à nos enfants les mutilations sexuelles pour prétendument changer de sexe, alors qu'en vérité, on ne peut pas changer de sexe, c'est un mensonge. C'est aussi une perversité, parce que dans la perversité, il y a le mensonge. Dans la perversité, il y a la manipulation. On ne peut pas changer de sexe parce que figurez-vous qu'un être humain n'est pas que ce morceau de viande qu'ils prétendent que nous sommes. Ils veulent nous limiter à du matériel nous-mêmes. Nous serions des espèces de robots mécaniques qui, d'ailleurs, les républicains adoraient les automates, c'est pas un hasard. Nous ne serions donc que des robots mécaniques dont les pièces seraient interchangeables. Donc, on pourrait changer de sexe
comme si le sexe, c'était quelque chose que de matériel. Non. Par exemple, la chaîne chromosomique XY, quand on y touche, on tue la personne. Donc, en fait, ce changement de sexe n'a lieu que dans les apparences, et il s'agit de mutilation. Et fondamentalement, un homme reste un homme, et une femme reste une femme. Et prétendre le contraire est un mensonge pervers. Voilà quand je parle de perversité. Quand je parle aussi de perversité, c'est tout ce qui nous fait croire que nos enfants vont à l'école. Aujourd'hui, on peut le dire, l'école n'existe plus en France. On se moque des pays dits du tiers-monde, où soi-disant les enfants ne vont pas à l'école. Chez nous, c'est pervers. Ils prennent le chemin de l'école pour arriver dans un endroit qui n'est pas l'école, puisque par définition, une école, c'est un lieu où on apprend à lire, écrire, compter, et où on acquiert de la culture, du répondant, et de la dignité. Et aujourd'hui, à l'école, c'est exactement le contraire de ce programme que je viens d'énoncer qui se passe. Lorsqu'on va massacrer nos enfants sur le plan sanitaire aussi bien que sur le plan intellectuel, que spirituel, eh bien, on ne peut pas dire qu'on est dans une école, parce qu'une école est un lieu de construction positive. Ce n'est pas un lieu où on vous demande de vous réduire à une idéologie, d'accepter des gens qui sont mal dans leur peau et qui, pour des raisons qui les regardent, veulent soi-disant changer de sexe. Mais ça, ce n'est pas un programme scolaire, le changement de sexe, si je ne m'abuse. D'autant plus que, comme je viens de le dire, ce changement de sexe est absolument une chimère. Ce n'est absolument pas possible. Nous ne sommes pas dans la possibilité naturelle de changer les choses. Ces apprentis sorciers qui travaillent pour le démon, en fait, veulent faire concurrence aux créateurs et ils ne peuvent produire que des souffrances sur les pauvres êtres humains que nous sommes. Mais quand je dis pauvres êtres humains, il faudrait quand même que je signale que nous sommes responsables et nous avons à choisir quand même la direction que nous voulons emprunter pour nous et pour nos enfants. Donc, si on veut emprunter le règne de la folie furieuse, de la dénaturation de la création, eh bien, nous aurons forcément la récolte du grain que nous aurons semé. Oui, alors, Farida, je voulais rebondir sur un petit truc que je voulais voir un petit peu comment vous aviez vécu la situation, parce qu'on parle de l'école à la maison, mais on a quand même vécu la période du Covid et des confinements qui ont fait que nos enfants étaient cloîtrés à la maison. Comment avez-vous, vous, de votre côté, vécu cette situation et comment dirais-je, comment aujourd'hui, après cette période de Covid, nous nous retrouvons dans une transition où on est passé vraiment dans une autre… on a une période Covid qui a duré 2 ans et d'un coup, on passe dans une autre ère où le Covid est quasiment oublié et là, on nous parle d'une éventuelle possible 3e guerre mondiale. Comment avez-vous, vous, vécu cette situation de transition? Ça, c'est une question psychologique, je ne sais pas y répondre. Je veux dire que lorsque on a été enfermé par le Covid, on ne peut pas comparer l'enfermement avec l'école à la maison, bien sûr, parce que l'école à la maison, c'est la vie. Là, lorsqu'on nous a cloîtrés, c'était plutôt pour essayer de nous faire crever. Donc, des enfants cloîtrés, bien évidemment, sont des enfants malheureux, mais certains ont très bien vécu cette période parce qu'enfin, ils pouvaient être à la maison avec leurs parents et ils ont développé, avec beaucoup d'imagination, de nombreuses activités, aussi bien intellectuelles que manuelles, qui les ont épanouis. Alors, évidemment, ceux-là ont été rares, peut-être. Moi, je n'ai pas une vision, évidemment, totale et globale sur tout ce qui s'est passé dans ce pays pendant cette période. Je pense quand même, d'après les retours que j'ai du terrain, qu'il y a eu beaucoup de parents qui ont découvert l'école à la maison aussi grâce au Covid et qui ont voulu justement ensuite la mettre en œuvre, en pratique à la maison. Et c'est parce qu'il y a eu, comme je le disais tout à l'heure, ce grand développement de l'école à la maison qu'à la sortie du Covid, on se retrouve avec une interdiction de fait, c'est-à-dire une école à la maison soumise à autorisation par ceux qui détestent l'école à la maison.
Parce que l'école, elle sert aujourd'hui à formater des enfants pour en faire des crapules, de véritables crapules ou de véritables victimes. Parce que finalement, l'école maintenant, elle va créer des générations qui vont se scinder en deux groupes. Il va y avoir les enfants qui souffrent et l'autre groupe sera constitué des enfants qui font souffrir les autres. Voilà encore, si il est question de perversité dans cette émission, un exemple de la construction, de la fabrication de la perversité au quotidien. Il y a des gens qui me disent régulièrement, parce que comme je te le disais tout à l'heure, je suis en contact avec beaucoup de gens, de nombreuses familles qui viennent vers nous pour trouver des solutions concrètes aux problèmes qu'ils rencontrent, qui me disent souvent, oh là là, il y a des pervers partout maintenant. Oui, il y a des pervers partout maintenant. Il y en a dans les institutions au plus haut niveau, évidemment, mais il y en a aussi chez les enseignants, chez les avocats, chez les boulangers, chez les pères, chez les mères, chez les oncles, chez les tantes. Nous sommes dans un régime républicain, manipulatoire et pervers qui a la caractéristique d'être contaminant. Nous avons affaire à une contagion perverse. Le Covid, en fait, on pourrait dire que c'est la perversité. Vous voyez, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, de plus en plus, la perversité devient monnaie courante, mais sous son double aspect, sous l'aspect de bourreau et sous l'aspect de victime. Parce que être victime non résiliente d'un pervers, c'est catastrophique aussi. C'est-à-dire qu'on se retrouve à souffrir et à n'être plus capable de mener une existence digne. Et les résilients sont évidemment rares. Donc, ce que nous faisons et ce qu'il faut faire, ce qu'il faut développer, c'est la résilience. Je ne sais pas si vous connaissez ce mot-là, c'est-à-dire n'être ni une victime, ni un bourreau. Voilà. Et pour être résilient dans la société dans laquelle on se trouve, eh bien, je le dis de manière extrêmement assumée, même si c'est toujours très mal interprété quand je le dis, eh bien, pour être un résilient, il faut quand même avoir la foi. Et ajouter, orienter cette foi dans un discernement et un comportement et un mode de vie qui peut être en effet salutaire. Donc on ne peut pas aujourd'hui penser sortir du régime pervers si on n'est pas un minimum croyant, instruit, bienveillant, actif, responsable. Les parents qui aujourd'hui ont de plus en plus peur de prendre leurs responsabilités, bien sacrifient leurs enfants. Donc cette période de confinement, elle a profité aux résilients qui ont été très heureux de se retrouver dans un mode de vie sans la contrainte du travail, des transports en commun, de cette école mortifère. Et puis, elle a aussi malheureusement été extrêmement vécue douloureusement par ceux qui n'avaient pas de ressources personnelles intérieures. Tous ceux qui n'avaient pas d'idées, qui n'avaient pas d'imagination, qui n'avaient pas de religion ou de culture ou de passion dans un domaine quelconque, eh bien, se sont retrouvés comme en prison. Et ceux qui ont pu survivre, et je dirais même vivre mieux, c'est tous ceux qui ont des bagages personnels dans lesquels ils ont pu puiser. Et le bagage de la langue, par exemple, il est extrêmement important. Si aujourd'hui, je peux m'adresser à tout le monde, c'est parce que je maîtrise une langue, qui est celle du français en l'occurrence, et c'est cette maîtrise de la langue que nous, on veut transmettre parce qu'elle contient en elle-même de nombreuses solutions. La délinquance, par exemple, c'est très souvent, on l'a remarqué, un défaut de maîtrise de la langue qui nourrit les actes d'incivilité dans la société. Parce que parfois, souvent, de plus en plus, comme on ne peut pas parler, comme on n'arrive même pas à comprendre ses émotions ou son propre état, eh bien, on bascule dans un langage qui est celui du hors-la-loi. Mais moi, je ne parle pas du hors-la-loi maçonnique, je parle du hors-la-loi divin, parce que Dieu nous demande quand même d'adopter chaque jour à l'égard de notre environnement un comportement qui soit sain, S-A-I-N, s'il n'est pas sain, S-A-I-N-T. Voilà, donc le Covid, moi je l'ai très très bien vécu, j'étais dans ma maison,
ravie d'avoir autour de moi tous mes enfants qui ne travaillaient pas et qui sont venus se réfugier chez moi. Et puis, il y en a d'autres qui ont souffert. Mais chaque fois, pour chaque situation, comme je viens de le dire, eh bien, a été, comment dirais-je, en fonction de ses ressources personnelles intérieures. Alors, quand on n'en a pas, évidemment, c'est le désastre. Et maintenant qu'on nous propose la guerre, c'est pareil. C'est pareil, c'est-à-dire quelles sont les ressources intérieures que nous allons mettre en œuvre pour nous, comment dirais-je, préparer à cette éventualité. Et comment allons-nous vivre cette éventualité si on est complètement, pauvre à l'intérieur de soi, c'est-à-dire sans ressources spirituelles, ni intellectuelles, ni manuelles, ni rien du tout. Ok, merci pour ta réponse, Farida. Effectivement, la situation Covid a permis à certains comment dire, de prendre conscience de ce qui se passait sur, voilà, dans ce système dans lequel on vit. Et d'autres sont allés se soumettre aux obligations qui ont été imposées, aux pseudo-obligations, parce que ce n'était pas réellement des obligations, mais il y avait une telle pression qui était mise que forcément, il y a des gens qui se sont un peu soumis très rapidement. Bref, c'est comme ça. Non, mais là, je crois que la solution, c'est quand même de savoir ce qu'est la République. J'insiste là-dessus. Franchement, aujourd'hui, quand on dit vive la France, vive la République, c'est comme si on disait vive l'eau et vive le feu. C'est incompatible. La France n'est pas la République et la République n'est pas la France. Et la République est la destructrice de la France et la République est l'ennemi de la France. Voilà, ça, il faut le comprendre. Si on ne le sait pas, eh bien, il faut entrer en contact avec nous, aller voir ma chaîne où je l'explique très souvent, chaîne YouTube de Farida Belgoul. J'explique comment la République est contre la vie, contre les musulmans, contre les catholiques, contre les professions dignes de ce nom, hein, parce qu'on veut nous obliger à avoir une profession qui soit conforme aux volontés du mondialisme, alors qu'il y a des métiers de Dieu comme le boulanger, comme le menuisier, comme le plombier, comme l'enseignant, bref, comme tous ceux qui sont utiles aux gens, comme tous ceux qui sont utiles aux gens. Et voilà. Voilà, la République, il faut, j'incite les gens à connaître l'histoire de la République, de l'émergence de la République. Il faut savoir comment on est passé de la France à la République et ceci a été fait dans un bain de sang. Et lorsque la France ensuite s'est retrouvée vaincue, cette République est allée mettre des bains de sang. Non, Farida Belgoul officiel, c'est pas bon. C'est plutôt chaîne YouTube de Farida Belgoul parce que Farida Belgoul officiel, j'y vais jamais. Je crois qu'il s'y passe pas grand-chose, me semble-t-il. Sur ma chaîne YouTube, oui, il y a plus de vidéos. Merci, Wahri. Qu'est-ce que je veux dire Je pensais que si, parce qu'elle a plus de 22 000 abonnés, c'est pour ça. C'est quoi ça? J'étais même pas au courant, tu vois. Mais je pense qu'il n'y a même pas de... Il faudrait que j'aille voir moi-même parce que j'étais même pas au courant que j'avais 22 000 abonnés sur cette... C'est quoi? C'est un... Ah oui, c'est ma chaîne YouTube, c'est celle-là. Oui, c'est ça. Tu avais raison, c'est moi qui ai dit des bêtises. Donc, je disais comment on est passé de la France à la République dans un bain de sang et ensuite comment la France vaincue, la République ayant pris les commandes, est allée aussi organiser les mêmes bains de sang dans nos pays d'origine. Tous les massacres coloniaux ont été organisés, fomentés, financés par la République. Voilà. Et ça, c'est très important que les musulmans le sachent, que les chrétiens aussi le sachent, si tant est qu'aujourd'hui ils demeurent chrétiens, parce que je suis très déçue par le fait que les catholiques français sont devenus des libéraux, c'est-à-dire des mondialistes, hein, des gens plus attachés à la société générale qu'à la société des hommes, et donc combattent maintenant les musulmans dans ce qu'ils ont encore de pudique et d'attachement à la loi naturelle, qui passe notamment
par le respect des liens familiaux quand chez nous, il reste encore ce respect des liens familiaux parce que même chez les musulmans aujourd'hui, nous assistons à une dégradation des liens familiaux, malheureusement. Malheureusement. Mais nous sommes, nous le savons, à la fin d'un cycle qui sera peut-être la fin des temps, Allahu A'lam, je ne sais pas. Et à la fin de ce cycle-là, eh bien, tout le monde est touché par une dégradation des liens, une dégradation des conditions, une dégradation de tout ce qui fait la vie quotidienne. Mais il faut quand même savoir que cette dégradation, elle vient de nous, hein. C'est nous qui l'avons semée. C'est-à-dire que si nous sommes aujourd'hui, excusez-moi l'expression, dans la merde, c'est qu'on l'a quand même bien cherché, en commençant par le fait que nous sommes détournés de celui qui veut notre bien. Je parle du Créateur. Et que nous nous sommes retournés vers celui qui veut notre mal, c'est-à-dire celui qui, on l'appelle Shaitan ou le diable, qui entend justement être en concurrence avec le Créateur. Et ça, c'est malheureusement ce qui s'est passé dans le cœur de beaucoup d'hommes sur Terre qui fait que la situation, elle est désastreuse aujourd'hui. Voilà, elle est désastreuse. Mais tant qu'il y aura des cœurs, et je ne parle pas de l'organe sensible, mais des centres de l'être, des gens avec une détermination forte, une culture forte, qui protégeront les enfants qu'ils ont sous leur responsabilité pour leur transmettre la vérité, alors, eh bien, notre sort ne sera pas totalement catastrophique. Qu'est-ce que c'est que la vérité? Je vais vous donner un exemple. Un homme est un homme est une femme. Un homme est un homme et une femme est une femme. Et une femme ne peut pas être un homme et un homme ne peut pas être une femme. Voilà, par exemple, une vérité qui est absolument irréfutable, quels que soient les baratins idéologiques de ceux qui entendent faire croire qu'il est possible de se prendre pour Dieu. Ils ne sont même pas capables de fabriquer une tomate, de créer une tomate, que les voilà en train de nous dire qu'ils vont fabriquer dans leur laboratoire des êtres humains ou qu'ils vont transformer le genre des gens. Voilà. Oui, Cédrine Martin qui dit « Je suis agnostique et je vois les croyants laisser passer beaucoup. » Oui, les croyants, il y a beaucoup de croyants qui sont des lâches. C'est-à-dire qu'il y a chez les croyants aussi une dégradation du courage. C'est Solzhenitsyn qui parlait de déclin du courage. Eh bien, tout le monde est touché par ce déclin du courage. Oui, donc j'allais faire la transition pour passer sur le second thème de la soirée et la deuxième un peu. Vous avez parlé un peu d'islam et de foi. Donc, comment lutter contre l'islamophobie et est-ce que c'est un faux combat? Ah, alors ça, c'est une question très intéressante et qui est très, très difficile et très délicate à traiter. Parce qu'aujourd'hui, évidemment, le bon musulman, il n'est pas autre chose que mobilisé dans une lutte quotidienne ou épisodique contre ce qu'on appelle maintenant l'islamophobie. Donc maintenant, les musulmans, eh bien, deviennent des spécialistes dans la guerre contre l'islamophobie. Qu'est-ce que c'est que l'islamophobie? C'est pas précis. C'est un terme très général qui laisse entendre qu'il y a des gens qui n'aiment pas les musulmans. C'est pas nouveau. Depuis l'apparition de l'islam, il y a des gens qui combattent l'islam. Ça a été le cas du christianisme et de toutes les religions. Une religion a forcément ses détracteurs, a fortiori quand elle a de l'influence, une certaine force et qu'elle est porteuse de solutions. Par exemple, l'islam aujourd'hui, elle est porteuse de quelque chose qu'on aime beaucoup, nous les musulmans, c'est la pudeur. Et dans cette république impudique et perverse, on hait l'islam parce qu'elle défend et préconise la pudeur. Évidemment.
On peut regretter d'ailleurs que les catholiques qui étaient comme les musulmans très pudiques, aujourd'hui mettent le caleçon par-dessus la tête et montrent le slip et viennent faire la guerre à celles qui ont un vêtement conforme justement à la nécessité d'être pudique, à la nécessité magnifique d'être pudique, parce que nous ne sommes pas, comme je le disais tout à l'heure, de la viande sur un étal de marché, bien, que tout le monde pourrait acheter ou qu'on pourrait se servir à l'envi de cette façon. Non, nous sommes des êtres humains dont la dignité fait que nous avons des espaces d'intimité, aussi bien dans l'ordre de la parole que dans l'ordre du comportement, que du vêtement, que des parties de notre corps. Aujourd'hui, l'intimité doit être exposée. Il y a des gens qui ne veulent pas. Et ces gens sont particulièrement des musulmans et à ce titre-là, ils sont combattus et ça s'appellerait, si j'ai bien compris, de l'islamophobie. Sauf que l'islamophobie ne pose aucun autre problème que celui du foulard ou de la barbe ou de choses qui, tout aussi importantes qu'elles sont, ne se limitent qu'à cela. Parce qu'en fait, être musulman, c'est être capable de s'exprimer et de prendre ses responsabilités sur tous les aspects de la société et d'apporter des solutions positives et conformes à la loi naturelle, conformes à la loi divine. Hein? Lorsque nous disons, par exemple, que le premier mot de la révélation islamique, c'est « iqra », c'est-à-dire « lis », eh bien, ça devrait nous préoccuper véritablement, et plutôt que d'aller vers des guerres totalement stériles, et je vous dirai d'ailleurs qui c'est qui les finance tout à l'heure, on devrait se préoccuper, comme je le disais, d'instruire nos enfants, de lutter contre l'illettrisme, d'expliquer pourquoi la pudeur joue un rôle fondamental dans la santé d'une société. Les musulmanes aujourd'hui qui portent le foulard n'expliquent pas ce que c'est que la pudeur et quel rôle fondamental cette pudeur joue dans la société, à tout point de vue. Et on se limite à des débats, c'est pas mon mari qui m'oblige, c'est pas mon frère, je suis libre de le porter moi-même. Ça, c'est inintéressant. Ce qu'il faut, c'est avoir des arguments universels qui peuvent justement intéresser beaucoup de gens, qui montrent que dans l'islam, on fait des choix qui sont de l'ordre de l'intérêt général et du bien commun. Donc, quand on se rétracte sur une sphère comme celle de l'islamophobie, on sort de la perspective du bien commun. On devient effectivement communautariste. Et les autres en face disent séparatisme, séparatisme. Et là, on a perdu. On a perdu. On a perdu parce qu'on est totalement vaincu. Parce que la véritable victoire, c'est de faire comprendre ce que nous sommes, dans le sens où ce que nous sommes peut convenir à beaucoup de gens. Parce que nous avons à proposer dans cette société dégénérée ce qui pourrait justement sauver des enfants, des femmes, des hommes. Nous avons par exemple sur la question du mariage des choses extrêmement intéressantes à dire. Nous les musulmans, lorsque nous sommes véritablement intéressés par ces questions-là. Parce que le mariage va entraîner la famille, et la famille, c'est ce qu'on le sait, le socle de la société dans laquelle c'est le socle de toute communauté. Or, la famille est attaquée. Moi, je préférerais qu'on abandonne ces luttes bidons sur l'islamophobie qui sont financées par des juifs milliardaires comme Soros. Vous vous rendez compte que ceux qui aujourd'hui nous incitent à nous investir dans la lutte contre l'islamophobie sont des ennemis de l'islam, des républicains. Que l'islam ait toujours eu que l'islam ait des ennemis, mais c'est tout à fait normal que l'islamophobie existe, mais c'est normal. Il y a, comme je le disais tout à l'heure, l'islamophobie, elle est née au moment où l'islam est né.
qu'est-ce que c'est que ces histoires? Ce que les musulmans aujourd'hui doivent produire, ce ne sont pas des actions stériles financées par un milliardaire juif comme Soros, à la tête desquelles se trouvent ces actions les imams de la République, subventionnés comme Marwan Mohamed l'a été par ce juif milliardaire du nom de Soros. Ce qu'il faut aujourd'hui, c'est que les musulmans s'investissent dans le domaine de l'alimentation. Qu'est-ce que c'est qu'une alimentation halal? Expliquer qu'une alimentation halal, c'est une alimentation qui est saine, qui est bonne pour la santé. Il faut que les musulmans s'investissent en effet dans qu'est-ce que c'est que la pudeur, qu'ils s'investissent en effet dans qu'est-ce que c'est que lire, écrire et pourquoi il faut maîtriser sa langue. Que les musulmans s'investissent dans la question des métiers de Dieu, de l'orientation sociale, de l'orientation scolaire et professionnelle. Que les musulmans s'investissent dans la question de, en effet, aujourd'hui, tout le monde mange de l'usure, parce que l'usure est présente dans tous les aspects de la vie quotidienne. On se couche avec l'usure, on se lève avec l'usure, on mange de l'usure, on travaille pour l'usure. Les musulmans sont tenus normalement d'expliquer qu'il s'agit d'un problème énorme qui vient détruire la société. Et tout ça concerne tout le monde. Il faut arrêter de se focaliser sur des problématiques qui sont des pièges qui ont déjà vaincu les chrétiens avant nous. Nous devons, nous, avoir des préoccupations qui sont les préoccupations de tout le monde, ou plus exactement, nous devrions avoir des réponses aux préoccupations, à toutes les préoccupations de tout le monde. Nous ne sommes pas dans des problématiques bornées. La pudeur, comme je le lis là, c'est pas seulement le voile, enfin. Ou en tout cas, le voile, il faut l'expliquer. Moi, je ne porte pas le voile, ce n'est pas un scoop. Mais je ne suis pas du tout contre le port du voile. Pourquoi? Parce que ce voile, par exemple, discrimine dans l'espace public l'homme et la femme. Quand la mode mondialiste voudrait qu'on confonde l'homme et la femme. Discriminer, c'est-à-dire faire la différence. Ce voile n'est porté que par les femmes et n'est pas porté par les hommes. Et c'est très intéressant, dans une époque qui veut faire la confusion des genres, qu'un vêtement puisse faire justement le distinguo de l'homme et de la femme, de maintenir cette différence qui est source de complémentarité. Voilà, ça c'est intéressant à dire sur la question du voile. C'est pas non, je suis libre de le porter, c'est pas mon mari, c'est pas mon frère. Dieu, il nous donne des éléments de communication avec autrui pour mieux se connaître. Donc, vous avez, par exemple, dans la question du voile, le fait aussi que c'est une présence, une manifestation de Dieu dans l'espace public où il est interdit dans la République maçonnique. Dieu est interdit dans l'espace public. Pourquoi? Parce que tout simplement, on ne veut pas de ces lois et on veut des lois maçonniques, toutes rattachées au profit, au matérialisme, par conséquent à l'usure. Justement, Farida, là, par rapport à ça, est-ce que vous pensez qu'il ne serait pas mieux de quitter le pays et d'aller dans un pays musulman et aussi comment dirais-je, si on n'a pas cette possibilité de vivre librement notre religion ici, donc quitter le pays pour aller dans un État musulman, et à votre avis, est-ce qu'on serait épargné par la mondialisation qui pervertit les esprits et l'éducation de nos enfants Alors moi, je l'ai fait, c'est une question intéressante. Les pays musulmans ne sont pas épargnés finalement. Donc, est-ce que, comment dirais-je… Non, mais de toute façon, c'est une question très, 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 très intéressante. Tout à l'heure, je disais qu'il fallait connaître la République, savoir que la République avait tué la France et que l'ayant tuée, ensuite, elle s'est chargée de tuer le reste du monde, notamment par le biais de la colonisation des terres africaines. La mondialisation, sa première étape, ça a été la colonisation. La colonisation est la première étape de la mondialisation. Alors, par conséquent, bien évidemment, depuis 1800, le milieu du
du 19e siècle, voire même un peu avant, que cette colonisation a contribué à massacrer les sociétés traditionnelles rattachées notamment à l'islam en Afrique, y compris ailleurs, évidemment qu'aujourd'hui, 2 siècles après, on en paye les dégâts. Hein. Si après les indépendances de ces pays-là, la colonisation a été encore plus virulente par l'intermédiaire justement de tous les médias qui avaient de manière virtuelle accès à ces territoires et par l'immigration aussi, les influences qui ont pu être amenées de façon à ce que progressivement, petit à petit, le monde entier soit mondialisé, c'est-à-dire matérialisé, sécularisé, c'est-à-dire un monde d'apostats. Aujourd'hui, des pays musulmans, est-ce qu'on peut dire qu'il y en a? Là encore, c'est un travail qu'il faudrait fournir. On ne va pas régler cette problématique-là tout de suite parce que c'est trop long, mais est-ce qu'il y a des pays chrétiens aujourd'hui? Est-ce qu'il y a des pays juifs? Est-ce qu'il y a des pays musulmans? Est-ce qu'il y a des pays dont la religion est menée de main de maître, c'est-à-dire selon effectivement les premières heures de la révélation? Je pense que la réponse est non. Et puis en plus, est-ce que ces pays aujourd'hui sont véritablement indépendants? Quand on voit ce que les multinationales font dans le monde et comment elles occupent aujourd'hui tous les territoires pour empêcher que les populations des pays africains notamment puissent avoir une activité économique qui les rende indépendants, on est sûr évidemment qu'il n'y a pas de possibilité facile. En tout cas, moi je connais des familles qui sont parties parce qu'elles voulaient faire l'école à la maison, au Maroc, en Algérie, en Tunisie, en Égypte, et que sais-je, en Turquie. Elles ont la possibilité, effectivement, une fois qu'elles sont là-bas, de faire cette école à la maison, puisqu'elles ont mis leurs enfants, pardonnez-moi, à l'abri. Puisque là-bas, il n'y a pas encore d'interdiction de ce type, en tout cas. La situation étant ce qu'elle est dans les pays en question, vous pouvez y aller. Mais le problème, c'est l'argent pour vivre. Donc, ces familles rencontrent des difficultés qui sont effectivement rattachées à la difficulté de trouver les revenus qui permettent de vivre sur place. C'est un long sujet que j'aimerais bien traiter un jour sur la base de tous les retours que j'ai eus et qui n'est pas simple et qui tient justement au néocolonialisme, à l'impérialisme, à la mondialisation en un mot. Et cette mondialisation, elle ne date pas d'hier. Hein. Elle a commencé avec les conquêtes de la société moderne sur les territoires traditionnels. Et la France s'est fait avoir la première, puis toute l'Europe, puis ensuite toute l'Afrique et l'Asie. Voilà. Mais pour ceux qui ont des enfants en bas âge, c'est-à-dire maternelle, primaire, et qui voudraient leur épargner cette école mortifère, je pense qu'en effet, il faut partir. On peut réenvisager, quand on est très courageux et très déterminé, que la maman et les enfants soient au bled et que le papa travaille en France et envoie de l'argent, par exemple. Oui, alors ça peut être une solution, effectivement. Quand on aime ses enfants, oui, parce que vraiment, être masqué à l'école française pour apprendre qu'on peut changer de sexe, c'est très malheureux. Hein. Vous savez que là, il y a un harcèlement qui me revient du terrain contre les enfants musulmans à l'école de la République française, qui est quand même très sauvage, hein, et dont les enfants souffrent et qui terrorise les parents qui se soumettent encore plus. Donc, à un moment donné, il vaut mieux quand même aller, comme on le dit, rapidement au bled en trouvant des solutions pour avoir son assiette de soupe chaque soir et y mettre tout de même, ne serait-ce que provisoirement, ses enfants en sécurité. Personnellement, j'ai élevé mes enfants 3-4 ans en Égypte, durant lesquels ils étaient très heureux. Bon, c'est vrai que moi, j'avais pu trouver du travail là-bas et que maintenant, c'est difficile d'en trouver. Moi, j'avais la chance d'être enseignante, donc je pouvais enseigner le français là-bas. Mais soyez courageux. Nous avons eu des parents qui ont travaillé en France. Moi, mon père travaillait en France tandis que ma mère était au bled. Et à l'époque, il n'y avait pas Internet, ni le téléphone, ni même le courrier. Ils ne se voyaient pas pendant 1 an ou 2.
Et ils ont tenu. Et ils ont tenu. Donc aujourd'hui, avec Internet, on peut être en contact, les différents membres de la famille, de manière quotidienne. Et voilà. Donc moi, je crois que ça peut être une solution quand les couples ont tenu, que la maman et les enfants partent, et puis que le père travaille pour envoyer de l'argent, au moins le temps de la scolarité du primaire, parce que c'est là où les dégâts, de manière irrémédiable, se font, et qu'après, pour les rattraper, c'est difficile. Et sachez, je le répète, que la conséquence de l'illettrisme et de l'échec scolaire, c'est la marginalisation dans la société, que ce soit dans la société de la République française ou dans la société d'origine. C'est-à-dire que quand on sait ni lire ni écrire, eh ben, on devient drogué, on devient suicidaire, on devient dépressif, on devient voyou, on commence dans les trafics éventuellement. Et là, c'est ça le plus grand malheur. Le plus grand malheur n'est pas de passer 4 ou 5 ans au bled avec un papa qui envoie de l'argent et dont on garde le contact quotidien et qui peut aller rendre visite à sa famille. Ça, c'est vraiment… pour ceux qui le feront, ils sauveront leurs enfants et permettront à leurs femmes d'instruire leurs gosses dans un milieu qui n'est moins pourri que celui qu'on connaît dans la République aujourd'hui. Tu parles, vous parlez donc des familles d'origine maghrébine ou voilà. Mais pour les Français de souche. Alors les Français de souche, oui, c'est plus difficile. Oui, bien sûr, les Français de souche, c'est plus difficile, mais je vous signale qu'il y a beaucoup de Français de souche éparpillés dans le monde, hein, quand même. C'est-à-dire que, de toute façon, ce dont je parle ne concerne qu'une minorité. Il y a très peu de monde qui vont avoir la détermination de ceux qui partent. Donc, les Français de souche, ils peuvent aussi foutre le camp, hein. Il y a des pays où ils peuvent être eux-mêmes plus… Alors, il faut aller dans les écoles hors contrat, je vais y répondre. Il y a les Français de souche peuvent aussi aller dans les pays où ils auront la possibilité de mettre leurs enfants à l'abri dans une instruction en famille avec un papa qui reste. Je crois que c'est donné à tout le monde. Voilà. C'est donné à tout le monde. Moi, je crois dans l'adage auquel je ne croyais pas quand j'étais jeune, qui veut peut. Parce que quand tu veux, Dieu veut, si c'est bon pour la famille. Il faut aller dans les écoles hors contrat, elles ne vont pas durer, il y en a très peu, elles sont souvent inaccessibles, très loin géographiquement parlant. Il faudrait multiplier les écoles hors contrat et il va se passer avec la multiplication des écoles hors contrat ce qui s'est passé avec le développement de l'école à la maison. Quand il y en aura tellement qui permettront de sauver les gosses, la République française les fermera. C'est ce qui s'est d'ailleurs beaucoup fait avec les écoles musulmanes. Quand sur le plan associatif, elle faisait du soutien scolaire. Hein, je ne parle pas de considération, comme ils disent eux, séparatistes. Hein, qu'on ne fasse pas dire, ils se sont fait massacrer. Ils se sont fait massacrer. Donc, ce pays est pourri, ce pays est maudit. Il faut soit aller dans les campagnes aussi, dans les campagnes reculées, il y a peut-être des solutions. Avoir un métier ambulant qui permette de bouger, redevenir un peu nomade dans la République française vous permettrait de faire l'école à la maison. Il faut être courageux, déterminé et compter sur Dieu. Parce que sinon, on reste sur place pétrifié par les politiques en vigueur et on perd ses gosses. Et une fois qu'on a perdu ses gosses, on a perdu sa vie. Parce que sachez que les enfants traditionnellement, c'est une source de vie et c'est aussi, si on les protège quand ils sont enfants et dépendants, ceux qui vous protégeront quand vous serez vieux et de nouveau dépendants à votre tour. Et si vous avez démoli vos gosses pour ne pas les avoir protégés, vous finirez dans les EHPAD où on vous crève à la potion de sorcière. D'accord. Et donc, pour celles et ceux qui ne pourraient pas partir, comment récupérer l'éducation de nos enfants malgré toute cette propagande étatiste, que ce soit à l'école, au cinéma ou à la télé? Voilà. Si on est coincé, on n'a pas de solution, on ne peut pas quitter le pays. Comment il faut faire? Déjà, nous, je vous en ai parlé au début de ce live, on a une solution pour ceux qui restent. Hein, et ceux qui sont partis peuvent aussi en profiter. Puisque, mais là encore, ça demande des qualités. Hein. On ne peut pas avoir, dans la situation terrible dans laquelle nous nous trouvons, des fruits sans sacrifice.
des fruits sans détermination, sans courage, sans force. Donc nous, on a proposé 1 heure d'école avant l'école, 1 heure d'école à la maison avant l'école, 4 jours par semaine, de 6h30 à 7h30. Il y a des gens qui ont poussé des cris d'orfraie. De toute façon, peu importe, pour ceux qui ne pourraient pas être là en direct, nous avons mis en accès le replay. Donc déjà, il y a ceux qui viennent en direct le matin de 6h30 à 7h30 pour nous écouter faire cours avec les enfants et leurs parents, qui les assistent d'ailleurs, puisque tout se passe en visio. Et puis il y a ceux qui ensuite, n'ayant pas pu venir, peuvent accéder à la rediffusion et travailler. Donc de toute façon, ce qu'il faut faire, oui, merci pour l'adresse contact mouvement-jre.com. Pour ceux qui veulent avoir des infos sur l'école à la maison, avant l'école ou après l'école, en replay, eh bien qu'ils fassent cette adresse et m'écrivent. Donc, il faut s'investir dans la vie de famille. La politique, c'est pas intéressant. Voter Mélenchon, c'était la grave erreur que les uns et les autres ont commis. Il faut voter pour ses enfants. Il faut voter pour la paix conjugale. Il faut voter pour l'intégrité de l'identité masculine. Il faut... on a aussi un service qui s'appelle Conseil de famille tous les dimanches à 14h. Là aussi, si vous écrivez à contact@mouvement-jre.com, j'organise tous les dimanches à 14h des conseils de famille ou des familles, des pères, des mères, viennent exposer des solutions et où, grâce à mon expertise et à l'expérience des autres parents, on trouve des solutions concrètes immédiatement à la problématique qui est posée. Voilà. Donc, venez, écrivez contact@mouvement-jre.com et dites que vous voudriez vous inscrire à un conseil de famille. Vous allez y revoir d'autres enfants et d'autres parents qui ont des enfants en difficulté. Vous allez pouvoir discuter du problème qui vous habite et trouver des solutions. Parce que ce qu'il faut, c'est trouver des solutions concrètes. Sur le net, on parle beaucoup, mais personne ne propose des remèdes. Voilà. Il faut des remèdes aux situations à laquelle on est. Et ces remèdes-là, compte tenu que le matérialisme républicain brutal, massif, lourd, prend de plus en plus de place dans notre vie quotidienne, exerce une emprise de plus en plus féroce et de plus en plus large, eh bien, il faut se battre. Donc, se battre, ça veut dire que, par exemple, quand on se lève le matin, comme je le disais tout à l'heure, à 6h et qu'on a les gosses avec soi pour suivre un cours sur notre école visuelle, virtuelle, de 6h30 du matin à 7h30, si vous saviez comment les gosses sont fiers et contents. Et puis, ils apprennent. Voilà. Farida Belgoul, je vous suggère de contacter Amalcœur Collective Kids. Ouais, Kids, déjà, c'est américain, le nom ne me plaît pas. Mais pourquoi pas? Vous voyez, les influences, c'est partout. Kids. Kids, ça veut dire quoi, kids? Il n'y a pas un mot en français pour dire kids. Voilà, moi, je veux bien contacter qui vous voulez, mais je crois qu'il faut qu'on arrête d'être sous des influences, parce que c'est ça le problème. Sous quelles influences sommes-nous? Voilà. Quelles sont les idéologies auxquelles nous raccrochons sans même le savoir? Enfin, le fameux clip de tout à l'heure qui se termine par « Vive la République » à Arnaud Bédelet. Arnaud Bédelet, c'est catastrophique. Voilà. Et ça, c'est les bobos. Ils sont contents, vive la République. Ils n'ont pas compris que c'était la République qui les avait mis dans la merde. Ils n'ont toujours pas compris. Et ils demandent s'adresser à son bourreau. C'est dingue. C'est dingue. Hein, c'est du syndrome de Stockholm, ça. C'est-à-dire que quand on s'adresse à Macron aujourd'hui, c'est qu'on est sous emprise et atteint du syndrome de Stockholm. Voilà. Il faut s'adresser à ceux qui peuvent, de manière bienveillante, trouver des solutions. Pour le croyant, déjà, il faut s'adresser à Dieu en lui demandant pardon pour toutes les conneries qui ont été faites et qui nous ont mis ces salopards sur le dos, d'une part, et puis s'organiser entre personnes qui ont du discernement, pas avec des personnes sous emprise de Macron, qui vont chanter « Vive la République » comme les gilets jaunes ou ceux qui sont allés avec la cocarde et le foulard sur la tête crier « Laïcité, on t'aime, protège-nous ».
Laïcité protège les musulmans, mais la laïcité, c'est la religion de la République qui déteste l'islam et le christianisme. C'est une contre-religion qui ne veut pas des religions révélées. Et quand on ne le sait pas, on se retrouve avec le foulard sur la tête à chanter la Marseillaise et à demander à la laïcité de protéger les musulmans. La laïcité est protéger les musulmans. La laïcité, c'est ce qui interdit Dieu dans l'espace public. C'est ce qui interdit Dieu à l'école. C'est ce qui interdit Dieu partout où Dieu doit être présent parce que Dieu est omniscient, est omniprésent. Et pourquoi il le relègue dans l'espace privé? Parce que c'est ça la laïcité. C'est pas pour faire la paix des communautés. C'est pour que les gens ne le connaissent pas et qu'ils vivent hors ces lois. Parce que si Dieu était dans l'espace public, eh ben, il ne pourrait pas y avoir de mariage entre deux hommes avec la prétention de prendre des enfants et de les acheter sur un marché international. Par exemple, si Dieu était dans l'espace public, il ne pourrait pas y avoir des laboratoires qui mélangent l'homme et l'animal pour créer des chimères. Si Dieu était dans l'espace public, il ne pourrait pas y avoir la marchandisation de la vie humaine, pour dire les choses en termes généraux. Il ne pourrait pas y avoir l'usure présent partout si Dieu était dans l'espace public. Et on l'a relégué dans l'espace privé pour qu'il n'existe pas dans les lois et dans les organisations de la société. Et on l'a mis dans l'espace privé pour que petit à petit, on considère que c'est une quantité, une réalité tout à fait négligeable. Parce que c'est l'espace public qui est le plus important. C'est l'espace public qui fait les lois. C'est l'espace public qui organise les relations entre les individus et qui organise entre les communautés et qui organise entre les classes sociales et qui organise entre les sexes. C'est la société publique qui le fait. Donc, quand on dégage Dieu de cette société publique, eh ben, c'est pour y mettre les lois du diable. Voilà. Et on prétend ensuite que la laïcité, c'est un espace neutre où tout le monde peut cohabiter. Non, non. La laïcité, c'est l'espace où le diable fait sa loi. Et on a les musulmans qui ne le savent pas, parce que tout simplement, les chrétiens ne l'ont pas dit, parce que les chrétiens, les catholiques, qui sont devenus libéraux, et ils ont pris le pacte avec le diable. Ils ont accepté de se rallier à la République, et ils sont maintenant en train de travailler aux côtés des républicains, les catholiques libéraux, pour que les musulmans deviennent comme eux, c'est-à-dire des apostats. Merci Farida, je crois qu'on va conclure là-dessus. C'était très intéressant donc pour cette première avec vous. Et je vais vous laisser dire le petit mot de la fin et puis on se donne rendez-vous à une prochaine fois. Vous voulez que je conclue après tout ça encore? J'ai beaucoup parlé. Ma conclusion, c'est qu'il faut s'aimer soi-même. Et pour s'aimer soi-même, il faut se connaître soi-même. Et en se connaissant soi-même, on connaît son créateur. Et quand on a la connaissance justement de soi-même, et du coup, celle-ci nous conduisant à notre créateur, on l'aime aussi. Voilà ma conclusion. Et sans cet amour-là pour le créateur, on est tous cuits. Je vous le dis tout de suite parce que c'est cette haine qui s'est déclenchée avec la Révolution française contre Dieu qui fait qu'aujourd'hui, on est devenu, je ne sais pas si les gens comprendront le mot, mais des infra-humains, c'est-à-dire des sous-hommes. Et ça, c'est malheureux. On est des hommes, nous n'avons notre dignité d'homme que lorsque nous considérons Dieu et qu'on le met à sa juste place, avec l'amour qu'on lui doit, la reconnaissance qu'on lui doit, et la connaissance qu'on peut tirer de lui, parce que s'il y a bien une réalité qui sait tout, c'est lui, et en allant puiser chez lui, on pourrait s'organiser, produire et mettre en place des sociétés qui seraient franchement dignes de ce nom. Voilà. Maintenant, j'ai l'impression que ça n'intéresse pas grand monde. Nous serons minoritaires. Alhamdoulilah, de toute façon, c'est comme ça. Ceux qui voudront prendre le parti du démon seront probablement plus nombreux,
mais moi, je m'adresse à ceux qui veulent rester sur le chemin de Dieu. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Merci Farida, je suis très content de cette conclusion et de vous avoir reçu ce soir. Hein. C'est un plaisir pour moi et pour tous ceux qui nous ont suivis. Donc, je vous donne un rendez-vous peut-être bientôt hein, pour une Inch'Allah. Et puis, je vous remercie beaucoup pour cette invitation. Je ne vous connaissais pas. Moi, je le dis souvent, quiconque m'invite, je viens. Et je vous remercie vraiment, chaleureusement pour cette invitation parce que je pense qu'il faut que ça bouge, tout simplement. Merci d'avoir accepté. À bientôt, Farida. Salam alaikum. À bientôt. Bonsoir. Que la paix de Dieu soit sur vous tous. Bonne nuit. Allez, comme ça. Merci. Voilà. Merci à tous et à toutes et à tous d'avoir assisté à cet entretien avec Farida. Je vous donne rendez-vous pour dimanche ou peut-être avant, hein, avec peut-être temps. Voilà. Donc, bonne soirée à tous, bonne fin de soirée à tous et à bientôt. Salam alaikum. Bon, je suis pas sûre s'il a marqué. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك لا شريك لك يا منان يا ديان يا غفور يا ودود يا رحمن يا نعمة لك الوجود يا شريك لك الله لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك يا له الحمد يا نعمة يا أحد يا شريك لك الله لبيك اللهم لبيك يا شريك لك لبيك يا ناحض يا نعمة يا حليم يا شريك لك الله لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك لبيك الله